la première histoire de l'entreprise, c'est l'histoire de la vision. C'est l'histoire où on va en fait, à quoi ça va ressembler. Souvent, c'est une histoire que peut-être les dirigeants connaissent, mais le reste de l'entreprise ne connaît pas Mm. en fait. Et les clients encore moins. Enfin, vraiment, on est très très loin là. Donc, cette histoire de vision, c'est surtout en période de crise, puisque c'est en fait, l'entreprise, du coup, devient un peu comme une sorte de... C'est comme quand on est dans un bateau en pleine tempête, quoi. Si on ne sait pas où on va, si on ne nous promet pas l'île au bout avec le trésor, la tempête, elle n'a aucun sens. C'est juste horrible comme moment et on n'a pas envie de traverser cette tempête. Mais si on sait que derrière, il va y avoir quelque chose et on y a un cap, ça devient beaucoup plus intéressant et on tient bon. Voilà. Donc, cette histoire de vision, si vous ne l'avez pas déterminée dans l'entreprise, c'est important de se pencher dessus parce que même pour vous, ça donne des objectifs, des caps, etc. Donc, c'est vraiment important de bosser dessus. Et la deuxième qui va avec, la plus importante selon moi, ma préférée, c'est l'histoire, moi j'appelle ça la why story, c'est-à-dire l'histoire du pourquoi. Et ça, vous seriez étonné du nombre d'entreprises qui n'ont pas d'histoire, qui ne savent pas vraiment pourquoi ils font ce qu'ils font. Mm. Euh, c'est très compliqué d'engager les employés s'ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est quand même la base. Et donc, cette histoire de pourquoi, elle trouve ses racines souvent dans l'origine de l'entreprise. Donc, c'est vraiment l'histoire de l'entreprise. Et le pourquoi a pu évoluer parce que parfois, à l'origine, on crée une entreprise pour une raison, puis ça grandit, on évolue. Donc, le pourquoi change, mais c'est pas grave. Il faut quand même qu'il soit là. Et justement, au contraire, c'est quoi l'évolution et pourquoi on fait ce qu'on fait? Quelles sont les valeurs, en fait, qu'on représente? Quel est le message qu'on incarne? Et qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Et voilà, tout simplement, juste le pourquoi, en fait. Ça, c'est hyper important. Donc, ces histoires, euh, alors, elles s'inventent pas, elles se sortent pas du chapeau, hein, ça se travaille un peu, elles se déterrent justement comme des petits trésors et à l'occasion d'ateliers, d'accompagnement sur le long terme et tout, mais c'est hyper intéressant comme travail. Une fois que c'est fait, c'est quand même fait. Donc après, vous l'avez, voilà, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Donc c'est Alors, hyper puissant. merci beaucoup Salomé, j'aime beaucoup. Alors ce que j'entends à travers la première histoire, c'est la notion d'empathie, justement. Je me mets à la place de l'autre. Exactement. Et donc les outils qui font que justement, il y a résonance. La Exactement. deuxième histoire, c'est, j'y vois l'anticipation. Comment anticiper justement par rapport au changement et par rapport aux tempêtes. Et la troisième, je dirais que on parle beaucoup de business connecté aujourd'hui, en tout cas de plus en plus. Donc, on voit la connexion à la raison d'être, à l'âme de l'entreprise. On parle de plus en plus de ça. C'est exactement ça. Et vous parliez d'émotion, c'est hyper intéressant parce que quand on se penche sur on va pas trop en parler parce que ça demanderait carrément 1 heure en plus, mais la science du storytelling, pourquoi l'histoire, en fait, les histoires, ça fonctionne si bien chez nous. Alors déjà, ça remonte aux Homo sapiens, donc c'est pour ça on va skipper cette partie-là, mais c'est dans notre ADN vraiment d'être humain. Et en fait, ce qui se passe, ils ont étudié ça scientifiquement, c'est que quand on écoute une histoire, on déclenche en fait des connexions neuronales et surtout on sécrète des hormones. Et les deux plus importantes, parce qu'il y en a plusieurs, mais les deux plus importantes, c'est le cortisol, donc l'hormone du stress. Quand justement on écoute le protagoniste qui vit une frustration, qui a un problème, on vit ça avec lui et ça nous crée du stress. Et à la fin, à la résolution, donc quand il y a enfin la solution et la réussite de l'histoire, on sécrète énormément d'ocytocine, qui est quand même l'hormone de l'amour, donc c'est pas rien. Donc, ça crée toute cette empathie, cette connexion, cette résonance avec la personne. Et on sait bien que quand on a cette ocytocine dans le cerveau, on est beaucoup plus à même de prendre des actions, de passer à l'action. Donc, que ce soit de s'engager, de donner pour une association, d'acheter, de créer une équipe, enfin, qu'importe ce qu'on veut voilà, faire. Hein, mais voilà, donc c'est en effet, tout ça, c'est vraiment, ça joue sur l'émotion. Et on sait que l'émotion, ça fonctionne en fait, tout simplement. Merci beaucoup, Salomé. Alors, c'est vrai que le storytelling, ça se connecte à différents, j'ai envie de dire, à tous les sens. Hein. Voilà, il y a la vue, il y a l'ouïe, justement. Alors, concernant les mots, le pouvoir des mots, vous en parlez de l'impact. En quoi, justement, ça nous permet de se re-raconter soi-même? Alors, je vais peut-être aller un peu plus justement peut-être dans votre intimité. En quoi est-ce que vous avez eu des phases, ça peut être des phases de doute ou je dirais une situation critique et le fait de se re-raconter, ça vous a permis de dépasser ces périodes. Moi, je suis hyper contente que vous posiez cette question. Je suis hyper contente parce que, en fait, le storytelling, moi, je m'en sers dans mon métier, c'est mon travail. Mais
personnellement, je m'en suis servi énormément dans ma vie vraiment personnelle. Et c'est vraiment un outil que j'ai découvert. Alors, en effet, c'est souvent dans les moments difficiles qu'on découvre ça, en fait. Moi, en fait, à 19 ans, donc j'étais assez jeune, j'ai fait une dépression, ma première dépression. Il y en aurait eu d'autres, malheureusement. Mais voilà, le premier gros challenge de ma vie de jeune adulte, c'était quand j'avais 19 ans. Donc, il a fallu évidemment guérir, se reconstruire, réapprendre. Et j'ai été en quête totale d'outils parce que je me suis dit plus jamais je vais vivre ça, c'est hors de question, je vais sortir de là. Donc, il y avait plein de choses. J'ai découvert le monde du développement personnel qui est un monde, mon Dieu, il y a tout et son contraire, mais en tout cas, il y a plein de choses. Il y a deux choses qui sont ressorties pour moi, des outils qui fonctionnent le mieux. Et puis, vous voyez, ça fait 11 ans, donc je me dis, s'ils sont toujours là, ces outils, c'est quand même que ça marche. C'est le yoga, dans lequel je me suis formée d'ailleurs et je donne des cours aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très important sur mon chemin. Et l'autre outil, je vous donne dans le mille, ce sont les histoires. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'avais avancé et ce qui m'avait le plus aidé et ce qui continue de m'aider à chaque fois qu'il y a des challenges ou des obstacles, c'est ça, en fait. C'est le pouvoir des histoires et comment, en fait, on se raconte, le pouvoir des mots et comment on transforme les histoires qu'on raconte à propos de soi-même et du monde, en fait, tout simplement. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a plein d'exercices et il y a plein de façons d'aborder le truc. Moi, ce que j'aime bien faire dans les moments difficiles comme ça, c'est en fait de tout simplement y venir identifier justement les histoires que je me raconte. Donc ces récits que j'ai à propos de moi ou du monde, et ça peut être vraiment très personnel ou à propos des autres, ou c'est ce qu'on appelle, il y en a qui appellent ça des croyances limitantes, donc c'est un peu ça, c'est vraiment, il y a la croyance, et puis qu'est-ce qu'il y a tout autour? C'est quoi l'histoire tissée autour de cette croyance-là? Et je vais écrire toute cette histoire-là. Voilà. Tout ça, c'est l'histoire actuelle. C'est le tableau de voilà ce en quoi je crois. Par exemple, sur l'argent, sur les relations amoureuses, sur ma santé, sur qu'importe. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire actuelle. Et ce que je vais venir faire, c'est essayer de réfléchir à l'histoire alternative, l'autre perspective qui peut exister. Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est ça qui est fascinant. Les faits sont les faits, et ensuite on vient raconter on utilise un angle pour raconter. Mais chacun a un peu son angle. C'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à s'entendre dans les êtres humains. Parce qu'on a tous notre version, en fait, finalement, de l'histoire. Mais donc, si je crois cette version-là actuellement, c'est possible qu'une autre version existe. Et est-ce que je peux pas aller la chercher, la rédiger, l'écrire, et puis la lire, quoi, m'imprégner de cette version-là. Et en fait, ça a l'air tout bête, hein, dit comme ça, mais ce simple processus de je vais venir chercher et montrer à mon inconscient qu'il y a une autre perspective possible, c'est hyper libérateur, en fait. C'est assez puissant. Et d'ailleurs, alors là, on parle vraiment de développement personnel et de cerveau, mais si je remets ma casquette de prof de yoga, il y a des livres spirituels. Alors, eux, ils utilisent Dieu, etc. Bon, moi, je change toujours le mot Dieu pour autre chose personnellement, mais en fait, on revient toujours à la même chose. Il y a un livre notamment qui s'appelle Un cours en miracle. En fait, le miracle, c'est quoi? C'est tout simplement de changer la perspective. Ouais. C'est le shift, en fait, c'est le switch d'histoire. Voilà, c'est tout, en fait, c'est juste ça. Donc, il y en a d'autres, hein, des exercices. Il y a écrire sa vie d'exercice. Il y a juste le fait d'écrire, tout simplement, quand il se passe. Moi, quand j'ai des petits nœuds émotionnels, j'aime bien, j'écris en mode vraiment stream of consciousness, je laisse tout sortir et ça libère énormément. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, justement, le cerveau travaille à trouver l'autre perspective et à résoudre le nœud. C'est assez fascinant. C'est une sorte de séance de psy gratos. J'aime beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup pour votre authenticité, votre générosité. Vraiment, merci beaucoup. Et ce que j'entends aussi, vous parlez du yoga, vous parlez justement d'ouvrir la notion de perspective, de souplesse du cerveau. J'entends voilà, la souplesse générale, c'est-à-dire que ça passe par le corps, la posture, mais ça passe également par le cerveau, et les deux interagissent. Complètement. Ouais, complètement. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, oui, avec mes études de yoga et dans tout ça, c'est que il y a une connexion entre le corps et l'esprit qui est très puissante, hein. C'est pas pour rien qu'on somatise, c'est pas pour, voilà, c'est quand même, ça a été étudié scientifiquement maintenant. Et donc, de se servir des deux, c'est-à-dire parce qu'il y a l'esprit qui est très important, mais si on n'ancre pas dans le corps, vraiment dans le système nerveux, en fait, notre système nerveux va continuer, encore une fois, c'est lui qui déclenche l'hormone du stress, c'est lui qui... Voilà. Donc, si on ne régule pas aussi dans le corps, en effet, c'est un autre sujet, encore une fois, je pourrais en parler pendant une heure, mais en effet, les deux vont de pair. Voilà, les deux vont de pair, mais pour moi, ça commence quand même avec quand même les histoires qu'on se raconte, parce qu'ensuite, le corps, il envoie le message en fonction de ça, quoi. Donc, voilà. J'aime beaucoup.